Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. On va plonger directement dans le vif du sujet avec les récents résultats publiés par l'ESMA. Notre source du jour, et c'est véritablement le document de référence, c'est le rapport ESMA 35 91 50 94 94 1-629-1. Concrètement, ce sont les conclusions officielles de leur action de supervision commune, la fameuse CSA, portant sur l'intégration des aspects de durabilité dans la directive MiFID II. Pour nous, professionnels de la gestion des risques et de la conformité, ce rapport est une mine d'informations. Il nous donne une vision pure, sans aucun filtre, des attentes actuelles du régulateur et des défaillances systémiques qu'ils ont pu observer sur le marché. Allez, on regarde ça de plus près. Au programme aujourd'hui, on va balayer 6 points clés tirés de ce rapport. D'abord, le contexte et la méthodologie, ensuite la collecte des préférences clients, la cartographie et l'adéquation, l'adaptation et la traçabilité de ces choix, la gouvernance produit, et enfin, on terminera sur les perspectives de supervision. Commençons donc par la section 1, le contexte et la méthodologie. Quel est le périmètre exact de cette évaluation ? Pour se faire une idée de la solidité des données, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'action a été menée tout au long de 2024 et se poursuit en 2025, mobilisant 29 autorités compétentes nationales à travers l'Europe. Au total, le panel couvre 245 entreprises auditées, réparties en 153 établissements de crédit et 89 entreprises d'investissement. L'ampleur de cet échantillon est cruciale, car elle garantit que les observations rapportées ne sont pas juste de petites anomalies isolées, mais bien des tendances très représentatives de ce qui se pratique sur le terrain en matière de MiFID II aujourd'hui. Et pour récolter ces données, les superviseurs nationaux n'y sont pas allés par un seul chemin. Ils ont vraiment mixé les approches de supervision. On parle de revues documentaires poussées, d'inspections directement sur place, couplées à des entretiens virtuels. Bref, c'est cette diversité méthodologique à 360 degrés qui donne une assise particulièrement robuste aux constats opérationnels de l'ESMA. Ce qui nous amène à notre deuxième section, la collecte des préférences des clients et surtout les lacunes qui y ont été observées. Le document source est très clair et liste des points de friction spécifiques lors de cette phase de collecte. D'abord, l'audit révèle un manque de politique d'engagement neutre. Certaines firmes utilisent des avertissements ou des clauses de non-responsabilité qui, selon le superviseur, influencent directement les choix du client. Ensuite, il y a cette fâcheuse habitude de cocher la case « aucune préférence par défaut » dès qu'un client exprime un intérêt général pour la durabilité sans donner de détails précis. Autre constat sur les proportions minimales, les fourchettes proposées pour les produits alignés sur la taxonomie restent fréquemment très basses, souvent sous les 10%. L'ESMA note que ces seuils sont en réalité calibrés artificiellement pour correspondre à l'offre limitée de l'établissement. Et enfin, concernant les PAI, les principales incidences négatives, l'industrie se contente généralement de les regrouper dans de grandes catégories qualitatives au lieu de recueillir les préférences sur des indicateurs précis. Toujours sur la collecte, un vrai clivage apparaît quand les clients expriment de multiples préférences sur plusieurs catégories de produits. L'industrie est divisée, certaines firmes appliquent ces préférences de manière alternative, d'autres de façon cumulative. Là où ça coince, c'est que l'ESMA exige que la clientèle soit systématiquement informée de la méthode de calcul appliquée en arrière-plan, pour garantir une information claire et non trompeuse. Or, d'après les audits, la majorité des acteurs omettent purement et simplement cette communication essentielle. On passe à la section 3, qui aborde la cartographie et l'évaluation de l'adéquation, avec un focus sur la catégorisation ESG. Faire matcher les produits financiers avec les attentes des clients reste un exercice hautement complexe. Le rapport pointe des méthodologies internes extrêmement variables, particulièrement pour évaluer les instruments qui ne relèvent pas du règlement SFDR. On observe aussi une très forte dépendance à l'approche par portefeuille, c'est-à-dire qu'on fait une moyenne des caractéristiques au niveau global. Le problème majeur apporté par l'ESMA ici, c'est que la précision de ces cartographies est constamment plombée par le manque de consistance et de fiabilité des données divulguées par les fabricants de produits. Mais le régulateur reste pragmatique face à ces limites structurelles. Je cite directement une phrase clé du document, « Il n'est pas attendu des entreprises qu'elles appliquent une granularité excessive lorsque les limitations des données rendent cette granularité peu fiable. » Concrètement, le superviseur accepte des approches proportionnées, mais à la condition stricte qu'elles soient cohérentes, bien documentées et suffisantes pour prouver l'adéquation au sens de MiFID II. Continuons avec la section 4 sur l'adaptation et la traçabilité. Voyons la séquence procédurale en cas de non-adéquation initiale.
Le document décrit un enchaînement très précis. Étape 1. Le système identifie l'incapacité de recommander un produit qui matche avec les préférences initiales. Étape 2. Et c'est une obligation, il faut informer le client de cette indisponibilité avant toute autre action. Ce n'est qu'à l'étape 3 que le client peut décider d'adapter ses préférences. Et c'est là que le rapport souligne une anomalie systémique. Cette adaptation est censée concerner uniquement la transaction conseillée en cours. Pourtant, les superviseurs ont découvert que beaucoup d'entreprises modifient carrément le profil global du client, l'obligeant à refaire tout le processus, ce qui fausse évidemment toutes ces recommandations futures. Ce qui nous amène à un point particulièrement critique pour la gestion du risque réglementaire, la conservation des registres. Les audits montrent que les entreprises échouent trop souvent à documenter les étapes ayant conduit à un changement de préférence. Et pire encore, la justification, le rationnel derrière ces adaptations est souvent omise. Dans de multiples cas, on s'aperçoit que seule la préférence finale du client est enregistrée dans le système. On efface de facto tout l'historique, ce qui fragilise considérablement les pistes d'audit en cas de contrôle. Passons à la section 5. Elle concerne l'intégration de la durabilité dans la gouvernance des produits et les évaluations du marché cible. Sur ce point, l'évaluation relève 2 défauts de gouvernance majeurs. Premièrement, les objectifs de durabilité des produits sont souvent définis avec une granularité insuffisante, ce qui empêche un alignement précis avec le profil des investisseurs. Deuxièmement, les SMA constatent un échec quasi généralisé dans l'évaluation du marché cible dit négatif. Conformément aux règles rappelées dans le texte, les entreprises doivent impérativement identifier le marché cible négatif pour les produits qui ne prennent pas en compte les facteurs de durabilité. C'est essentiel pour cadrer correctement les stratégies de distribution. Nous voici à notre toute dernière section, la section 6 sur les perspectives de supervision pour la période à venir. Comment le régulateur va-t-il agir maintenant ? Le rapport se conclut sur une consigne donnée aux autorités nationales, et je reprends les termes exacts. L'ESMA les invite à adopter une approche de surveillance proportionnée en encourageant le dialogue avec les entreprises pour résoudre les problèmes identifiés pendant cette période de transition, plutôt que de donner la priorité aux mesures d'application. Mais, petite nuance cruciale clairement précisée dans le document, cette clémence transitoire orientée vers le dialogue a une limite stricte. Elle ne s'applique absolument pas aux cas évidents de violation ou de pratiques de vente abusive. Ce qui conduit logiquement à une réflexion de fond pour les départements de contrôle et de conformité. Bien que le superviseur européen adopte une posture axée sur la remédiation, la précision de vos pistes d'audit reste primordiale. Il convient alors de se demander de manière très critique dans quelle mesure les processus internes de traçabilité, surtout concernant l'adaptation des préférences, sont-ils aujourd'hui capables de résister à une inspection documentaire détaillée. L'analyse de ce rapport de l'ESMA s'achève ici. Les faits rapportés sont là et ils soulignent clairement l'importance d'une mise à niveau rigoureuse de ces processus en attendant la stabilisation complète du cadre de la finance durable.